Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, les vœux du PPACI au président du parti, Laurent Gbagbo. Que retenir de la rencontre? On ira au Togo, le pays n'écarte pas de rejoindre l'AES. Et puis on termine aux États-Unis. Donald Trump démarre en trombe, plusieurs décrets signés dès sa prise de fonction. Des sujets qui intéressent nos débatteurs ce soir. Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Kolo Koulibaly. Bienvenue Lanciné, bienvenue également à Lassina Ouattara. Bonsoir Lassina. Bonsoir Kolo. Et bonsoir Sylvain Debailly. Oui, bonsoir cher ami, toujours un plaisir de retrouver ce plateau. C'est nous. Et puis on termine avec vous, Saint-Claver Oula. Bonsoir Saint-Claver. Bonsoir Dr Kolo. Et bienvenue, messieurs, merci. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Les militants du PPACI se sont rassemblés pour présenter leurs vœux au président du parti, Laurent Gbagbo, qui a évoqué plusieurs points liés à l'actualité nationale. On en parle d'abord avec David Soyo. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, face à ses militants, cadres et sympathisants de sa formation politique le jeudi 23 janvier 2025. Laurent Gbagbo a profité de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An à ses militants pour passer en revue l'actualité nationale. Cherté de la vie, développement, infrastructures routières, stabilité et paix étaient au menu. Le chef d'État a également évoqué sa posture face à sa radiation de la liste électorale en rassurant ses militants de sa détermination à revenir aux affaires d'État. Le président du PPACI a saisi l'occasion pour mettre en ordre de bataille les responsables du parti et ses militants afin d'obtenir son inscription sur la liste électorale et préparer le terrain pour sa victoire à la présidentielle de octobre 2025. Et cela passe par l'opération Kokoko du porte-à-porte pour rencontrer les Ivoiriens. Première visite à Djamé Village pour exprimer sa compassion au chef Hatchan. Alors, monsieur, que retenir de cette rencontre à Saint-Claver-Oula, vos commentaires? Ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est d'abord cette volonté de passer en revue sa troupe, passer en revue les instances de son parti, parler avec toutes les personnalités qui animent ces instances-là, s'enquérir de leur engagement et puis ensuite rétablir un certain nombre de faits parce qu'il a dit que depuis un moment, il suit des débats à la télévision, des débats qui, selon lui, pour la plupart sont erronés sur les récents faits historiques concernant notre pays. Et puis, en même temps, le président Laurent Gbagbo donne le ton de ce qu'il va entreprendre comme activité pour cette année, qui est une année électorale, pour cette année 2025. Déjà, juste après cet événement de présentation de vœux, il est déjà sur le terrain. Et hier, il était à Djamé, où il a rencontré les populations. Et dans les jours à venir, il sera un peu dans plusieurs autres zones. Il reprend son bâton de pèlerin comme il a fait dans les années de l'opposition, comme on l'y a connu. Donc moi, personnellement, voilà ce que je retiens de cette journée de présentation des vœux des militants du PPACI au président Laurent Gbagbo et vice-versa, de lui, de sa présentation des vœux à ses plus proches collaborateurs et au-delà, à tous les militants PPACI. Lassina Ouattara, il accélère au niveau de l'occupation du terrain politique, Laurent Gbagbo déjà, à partir de cette rencontre. Alors tout à fait, il faut savoir que c'est, on va dire, le président Laurent Gbagbo dans l'exercice favori qu'il aime, c'est-à-dire rencontrer les gens, discuter, dénoncer souvent. Et on a vu donc ce Laurent Gbagbo éventuellement qui a envie réellement, dans 2025, commencer déjà donc à occuper le terrain. Et on le voit quand il présente les vœux, éventuellement donc il passe en revue donc un certain nombre de sujets qui lui sont chers, éventuellement donc la vie chère. Il parle également donc de sa participation. Et on voit un Laurent Gbagbo qui est plus ou moins entreprenant sur 2025. Déjà un Laurent Gbagbo qui promet.
Par exemple, il promet, quand il était à Kokoko, à Djamé, que je vais reconstruire, par exemple, le village. Donc, on voit déjà que, visée électoraliste ou pas, déjà, on voit Laurent Gbagbo qui est déjà conquérant peut-être du pouvoir d'État, peut-être 2025, éventuellement, donc après avoir réglé, je pense, un certain nombre de détails qu'il faut. Bakayoko. Oui, Laurent Gbagbo, dans son registre favori, c'est-à-dire aller au contact des populations, leur expliquer son histoire, sa propre histoire et l'histoire du monde. Donc, il n'a pas dérogé à cette réputation, puisqu'il a continué de ressasser comment lui, il voit le monde et comment il a passé les 15 dernières années. Bon, maintenant, l'histoire a été racontée par Laurent Gbagbo. Bon, à certains endroits, il a réécrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon, chacun, en attendant que les historiens... À quel endroit précisément? Soyez un peu plus précis. Il a réécrit l'histoire. Par exemple, il est revenu sur la question de la vie chère, disant que c'était la mauvaise gouvernance qui avait entraîné la vie chère. Bon, ça, quand je me rappelle qu'en 2008, il y a eu les émeutes de la faim qui ont fait 2 morts à Abidjan, d'autres même parlent de 6 morts. Je pense que ça, il y a un peu de démagogie. Maintenant, au-delà de Laurent Gbagbo, qui fait du Laurent Gbagbo, moi, c'est le contenu du message qui m'a laissé un peu sur ma faim. Parce qu'il a abordé beaucoup de thématiques qui, pour moi, ont été élucorées ou alors il y a eu beaucoup de démagogie. D'abord, sur le fait d'un activiste qui a été extradé vers la Côte d'Ivoire. Bon, il a tenté de banaliser cette action, alors que c'est quelqu'un qui était en train de déverser toutes sortes d'avanies sur des personnes privées et même sur l'État. Il avait lancé une fatwa contre la Côte d'Ivoire. Il avait expliqué qu'il était en connexion avec des soldats dans l'armée et qu'il en appelait au renversement du régime. Je pense que ça, ce sont des faits suffisamment graves, et voir Laurent Gbagbo les minimiser comme il a fait, moi j'ai été gêné, d'autant que lui-même, sur la base d'un coup de téléphone, Jean-Jacques Béjot avait été arrêté au moment où il était au pouvoir, complètement dénudé, il était en short, ce qu'on avait appelé le complot de la cabine téléphonique. Donc avec un simple coup de... un simple appel téléphonique, lui il avait fait arrêter Jean-Jacques Béjot. Aujourd'hui, celui qui vient à visage découvert et qui lance toutes sortes de fatwas contre la Côte d'Ivoire, qu'on l'interpelle et que lui s'en offusque, moi, ça m'a un peu gêné. Bon, il y a d'autres aspects. Il a parlé de dédommagement, enfin, de la réinstallation des habitants de... On va y revenir, si je vous permets tout le temps de terminer avec le premier tour. On pourra y revenir. Et Sylvain Debailly, qui vous regardait en souriant quelquefois, qui n'est pas visiblement d'accord, Debailly avec la SINA. Non, il y a quelque part... Laurent Gbagbo a parlé de la SINA. Là. Mais allez-y, dites-nous. Il a parlé de la SINA qui font le débat. Là. Ok, bon, c'est présenté. Mais je pense qu'une telle rencontre, c'est une rencontre de retrouvailles entre un leader et ses plus proches collaborateurs. On a vu la salle, c'est d'abord un personnel politique trié sur le volet, parce que la salle est si petite qu'elle ne peut pas contenir tout le gotha de militants qu'il y a. Et puis, ce genre de rencontre, on entend quand même le chef, qui depuis un moment n'a pas parlé. Donc, on entend son discours, et ce discours-là, il est arrivé, il est partagé entre le passé et le présent, parce qu'il se met dans la posture d'un conquérant. Et donc, il y a eu des phrases chocs. Et puis, d'une d'elles qui a marqué l'opinion et qui a même fait le tour des réseaux sociaux, c'était celle où il déclarait que la paix est revenue parce que bon, celui qui la troublait ne la trouve plus. Bon, ben, je pense que quand on voit les choses de cette manière-là, il y a encore un passé qui est, à mon sens, douloureux, surtout pour les hommes qui ont déjà gouverné, et duquel il est difficile de sortir, parce que cette sortie-là, cette perte du pouvoir a tellement été brutale que il n'est pas prêt d'oublier ça. Or, moi je pense qu'à un moment donné, il faut laisser le passé au passé et puis se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est par exemple l'élection présidentielle de 2025. Comment on y va, comment on la gagne, parce qu'il est sûr de l'emporter.
Et nous l'avons retrouvé un peu plus tard donc à Niamey, où il est revenu sur de grands sujets, par exemple en faisant des promesses, celles-là électorales, en disant au peuple, à ses autres, que si vous me mettez au pouvoir, pour le moment je ne suis rien, mais si vous me mettez au pouvoir, je vais transformer vos vies, c'est-à-dire je vais reconstruire Niamey village qui a été détruit. Bon, donc c'était d'abord une rencontre privée d'un parti politique, comme il y en a plein d'autres en Côte d'Ivoire, mais comme il s'agit de Laurent Gbagbo, cela a quand même captivé l'attention d'une certaine opinion. Vous êtes d'accord, Justin Claverula, que oui, le passé au passé, puis envisager 2025, qui d'ailleurs n'est pas loin? Tu sais, Kolo, je pense que... l'élection présidentielle, évidemment. Oui, tu sais, la Côte d'Ivoire a eu une histoire douloureuse, comme il a dit tout à l'heure le confrère Sylvain Debailly. Mais de ce passé douloureux, il faut vraiment établir les faits et il faut en tirer toutes les conséquences. Et il faut apporter des solutions pour le futur. Vous savez, il y a eu cette crise de 2002 jusqu'à 2011. Même avant, il y a eu le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Vous savez, moi, j'ai retenu quelque chose que peut-être qui semble tomber dans l'oubli de l'esprit de certains de nos intellectuels. Parce qu'ils pensent que l'histoire de la Côte d'Ivoire commence à partir de 2011. Mais non. C'est-à-dire qu'il faut solder ce contentieux-là. Il y a eu une crise. Il y a eu une succession de crises. Et il y a eu une partie des Ivoiriens qui a été persécuté, notamment le président Laurent Gbagbo en tête, qui a été déporté à La Haye, qui a été jugé. Et il y a eu des morts. Mais les Ivoiriens veulent connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on finit de juger une partie, Laurent Gbagbo et ses partisans, mais ils ne sont pas les seuls à avoir pris les armes, à avoir fait la guerre. Il y a ces deux parties qui étaient opposées. Et l'autre partie, qu'est-ce qu'il en est? Même si cette partie-là, elle pense aujourd'hui être la victime, mais on veut savoir si réellement, via la justice, elle est effectivement victime. Donc, c'est des choses que les Ivoiriens veulent savoir. Moi, personnellement, je veux le savoir. Il y a eu la rébellion. Qu'est-ce qui est à la base de la rébellion? Qui a financé la rébellion? Qui a créé la rébellion? Le président Alassane Ouattara lui-même, entre les deux tours de la présidentielle, au deuxième tour, dans son débat avec le président Laurent Gbagbo, a dit qu'une fois qu'il prendrait le pouvoir, vu que les gens l'accusaient d'être le financier de la rébellion, lui, il allait mettre sur pied une commission d'enquête qui allait enquêter sur qui a financé la rébellion, qui a créé la rébellion. Jusqu'à ce jour, il ne l'a pas fait. Nous, les Ivoiriens veulent savoir, nous aussi, nous voulons savoir. Vous voyez, donc, c'est des choses... Aujourd'hui, il faut solder ce contentieux. Bon, je suis d'accord avec Sylvain Debailly quand il dit qu'il faut aller de l'avant. Mais oui, il faut aller de l'avant. Dans d'autres pays comme le Rwanda, les gens ont soldé ce contentieux. Aujourd'hui, ils se regardent en frères. Ils se regardent en sœurs et ils avancent, ils construisent leur pays. Mais tant que ces choses-là, des politiciens voudraient bien ruser avec, ça va laisser des traces dans le cœur des gens. Et puis, écoutez, on a des personnalités aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui gèrent le pouvoir et qui nous font croire qu'ils n'ont pas participé au pouvoir passé. Vous comprenez que de 2003 en 2011, mais les gens ont géré ce pays. Le RDA avec ses ministres d'État, ministre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, était le portefeuille du RDA. Ça a été occupé par le RDA. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ça a été occupé par le RDA. Voilà. Donc de 2003, avec Laurent Gbagbo, le RDA, le PDCI, le MFA, le PIT, ils ont co-géré ce pays-là. Il aurait fallu que, étant donné certains ont dit que ce pays, ce gouvernement n'était pas le seul qui revenait au président Laurent Gbagbo, il aurait fallu que les gens s'asseyent, qu'ils fassent le bilan, ils nous fassent le bilan de leur gestion de ce pays. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut vraiment régler. Mais bon, comme vous savez, les Ivoiriens semblent oublier très vite leur passé, il faut aller de l'avant, on veut aller de l'avant, mais aujourd'hui, certains partis politiques, je vais dire les partis politiques de l'opposition, veulent
réclamer la transparence dans le processus électoral pour qu'on voit qui est vainqueur et qui l'est vraiment, qui est perdant, qui l'est vraiment, et qu'au sortir du processus électoral, on puisse se donner des accolades et puis calmement le vainqueur appelle le vainqueur pour le féliciter. Et puis c'est fair play électoral. C'est Lansini qui voulait réagir d'abord. Juste avant, on vous donne la parole à vous, deux autres. Que Laurent Gbagbo parle du passé, qu'il soit prisonnier du passé, ça c'est normal. D'abord, il est historien et puis il a toujours vécu dans le passé. Donc je pense qu'il est dans son rôle et ça, c'est prenable. Maintenant, quand on parle du contentieux historique qu'il va falloir régler, je pense qu'il faut cesser de narrer un tel récit qui me paraît absolument égocentrique. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas démarré en 2011, mais la Côte d'Ivoire n'a pas non plus démarré en 2002. Si on va parler de contentieux historique, peut-être faudrait-il partir jusqu'à la colonisation. Parce que il faut cesser de pleurnicher et faire croire qu'on est les seules victimes. Je pense que le PDCI même avait posé le postulat qu'il fallait aller jusqu'au coup d'État. Et certains même avaient dit qu'il fallait aller jusqu'au complot de 1963. D'autres avaient voulu qu'on aille jusqu'en 1953 à la mort de Biaka Boda. Il y en a même qui étaient allés jusqu'à Digna Bailly. Donc je veux dire, si on veut aller de corrélation en corrélation, je crois que l'histoire de la Côte d'Ivoire, il va falloir prendre peut-être 30 ans, 40 ans pour la réécrire. Maintenant, pour ce qui concerne le factuel, je pense que y a quelqu'un qui a revendiqué la rébellion. Quelqu'un a revendiqué la rébellion qui est connu, qui est sûr. Maintenant, je ne sais pas quelle sorte de recherche les gens veulent mener à nouveau pour trouver un nouvel auteur, si ce n'est un auteur qu'on veut préfabriquer. Donc pour moi, aujourd'hui, la question de la rébellion relève non seulement du passé, et puis les juridictions ont déjà donné leur verdict. Je crois que l'affaire devrait être close. Et puis, tous ceux qui n'ont pas participé, mais qui étaient les acteurs politiques depuis 2002, ont fait acte de contrition et ont demandé pardon à la nation, excepté Laurent Gbagbo. C'est à croire qu'il a été la seule victime. Or, nous savons bien que le multipartisme, en tout cas la rupture avec le parti unique, elle n'a pas été un fleuve tranquille. Et tout le monde sait le rôle que les uns et les autres ont joué. En tout cas, quand tu demandes aux gens du PDCI, ils ne sont pas du tout contents avec la manière dont Laurent Gbagbo a fait pour pouvoir faire parvenir le multipartisme. Donc tout ça, c'est des contentieux à régler. S'il devait y avoir des contentieux. Donc il ne faut pas être sélectif dans les périodes de contentieux à régler. Il faut être exhaustif. Et quand on veut être exhaustif, ça doit être, cet exercice de catharsis-là doit être général. Maintenant, quand on parle du processus électoral, je vais terminer par là. Il faut dire que le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante est juste un outil technique qui ne fait que conduire le processus électoral. Le problème en Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est la capacité des acteurs politiques à accepter le verdict des urnes. Parce que quand on parle de 2010, en réalité, nous étions tous sur le terrain. Du début à la fin, on a tous vu ce qui s'est passé. On ne nous a pas raconté. Tout s'est passé bien. Et je pense que le soir même du vote, ceux qui aujourd'hui disent qu'il y a eu des fraudes à l'élection, c'est eux qui étaient en train de pavoiser sur les antennes en disant tout s'est passé bien, tout s'est passé bien. Bon, maintenant, quand ils ont vu que le vent est en train de tourner en leur défaveur, ils ont créé des artifices pour pouvoir bloquer le processus électoral et provoquer ce qui est arrivé. Donc, la capacité des uns et des autres à reconnaître qu'ils n'ont pas gagné les élections, je pense que c'est là le vrai défi. Et ça, ce défi-là, on doit faire preuve de civisme et renoncer à la culture de la violence qui commence à s'enraciner de ce côté-là. Oui, sur les déguerpissements, il en a parlé dans son message. Hier, il est allé à Djamé Village. Saint-Claver-Oula en parlait tout à l'heure. Lansini voulait réagir là-dessus. On vous donne d'abord la parole. Ensuite, on va écouter Debailly. Lansini. Alors, sur les déguerpissements, je pense que Laurent Gbagbo était président de la République. Et quand on est président de la République, quelquefois, il faut savoir que c'est des programmes, des projets, etc. Sur le programme, par exemple, du 4e pont dont on parle, il allait voir justement donc, les populations, on va dire, d'Agamé Village. Il faut savoir que c'est un processus qui avait été lancé depuis longtemps, depuis des années. Je sais que le 4e pont, le lancement a eu lieu donc en 2018. Avant, 2 ans, 3 ans avant, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu la rencontre des parties prenantes. Il y a ce qu'on avait appelé le plan d'engagement des parties prenantes à l'époque, qui avait permis donc aux chefs traditionnels des villages
d'Agamé Village, éventuellement donc du plateau, d'Atékoubé et de Yopougon. Donc tout cela avait été réellement mis sur la table. Et après, donc aujourd'hui, donc en 2024, je pense mai, juin 2024, les populations donc se soulèvent ou alors essaient de dire oui, voilà, on a été lésés, etc. dans nos droits. Donc c'est quelque chose qui a existé et c'est un processus qui a été transparent. Après, quand Laurent Gbagbo revient éventuellement pour expliquer qu'il va reconstruire, etc. et tout ça, mais à la réalité, ce qu'il a en face de lui, je pense que c'est plus ses militants qu'autre chose. Et c'est pour cela que vous allez voir que le discours, il est plus politique plutôt que ce soit un discours donc d'homme d'État ou alors de gouvernant. Parce que là, il n'est pas gouvernant. Éventuellement, le discours, il est plutôt partisan sur cette affaire. Sylvain Debailly sur la question. Ah non, mais écoutez, quand on prend le problème d'une façon technique, il y a une façon de raisonner, mais quand cette question-là est transposée sur le plan politique, il faut bien savoir que les erreurs des autres sont exploitées par les opposants. Ça, c'est donc évident que Laurent Gbagbo vienne à Agamé faire des promesses électorales sur la base de ce que venait de subir la population d'Agamé Village. Je pense qu'on est là dans la logique et c'est vraiment ce que les Ivoiriens attendent, c'est-à-dire que les propositions, parce qu'on va à une élection, quel discours on construit pour convaincre les électeurs? Je pense que c'est là toute l'attention des politiques aujourd'hui et toute l'attention des opinions. Vous le voyez même souvent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont lassés par les discours qui ne veulent pas entendre disent que qu'est-ce que vous proposez? Eh bien là, à Gamé, il y a eu des propositions. Si j'arrive, je vais reconstruire. Bon, maintenant, comment reconstruire et tout ça, mais je pense que là, il n'est pas encore l'exécutif. Oui. Mais là, ce qui s'est passé, il fallait quand même... C'est un coup politique, vous l'avez dit. Voilà. D'accord. L'enseigné, on termine sur ça et on passe au deuxième sujet. Je suis d'accord que c'est un coup politique, mais un coup politique doit avoir une rationalité. C'est-à-dire qu'il faut laisser toute la noblesse à la politique. Parce qu'en faisant de cette manière-là, ce genre de duplicité fait que la politique perd toute sa noblesse. Et ne soyez pas étonnés que les gens n'aillent pas aux élections et qu'on soit à 15, 20%, 30%. Parce qu'on ne peut pas faire de la démagogie jusqu'à ce point. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va réinstaller les populations à Agamé Village. C'est un projet qui date de... C'est des plans qui ont été dressés depuis de longue date. Pourquoi dire aujourd'hui qu'on va venir... réinstaller, reconstruire, il y a une différence. Écoutez, d'ailleurs, même, faire croire même que c'est le village d'Agamé qui a été détruit. Ça, d'abord, c'est tiré par les cheveux. Ce sont des emprises qui ont été dégagées. Donc, venez dire aujourd'hui qu'on veut... On est allé au-delà. Si on est allé au-delà, mais ce sont des infrastructures d'intérêt public. On n'a pas donné ça à quelqu'un pour qu'il puisse faire des propriétés privées. C'est des infrastructures d'intérêt public. Par ailleurs, je ne pourrais pas terminer mon discours en ne parlant pas de ça. Il a parlé de dette. Il a parlé de dette colossale. Mais écoutez, la dette, c'est un levier de croissance. Ça, il faut le savoir. C'est vrai qu'il a dit qu'on n'a pas besoin d'être économiste pour gouverner, qu'il faut simplement aimer son pays, mais je pense que ça, c'est insuffisant pour pouvoir bien gouverner. C'est insuffisant d'aimer uniquement son pays. Il faut avoir une certaine expertise, notamment en économie. Parce qu'aujourd'hui... Il faut avoir une expertise. La dette n'est pas un problème. Je pense que c'est deux écoles qui s'affrontent. Je te dis que la dette, c'est un levier de croissance. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, par exemple, je crois qu'en 2010, son budget qu'il avait été de 2400 milliards de francs CFA. Et dans ce budget, il y avait près de 300 milliards de francs CFA qui devaient être apportés sur le marché international, c'est-à-dire sous forme de dette. La dette, en ce moment, était de combien? La dette était de 6 000 milliards. La dette était de 6 000 milliards quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Je dis bien, la dette était de 6 000 milliards. Quand on fait un ratio aujourd'hui avec un budget de 15 000 milliards, quand on fait un ratio, on voit clairement que la dette de 25 à 30 milliards aujourd'hui n'est rien. Et puis aujourd'hui, on a les résultats qui sont tangibles parce qu'aujourd'hui, c'est près de 27 à 30% de budget d'investissement qui sont inscrits sur les lignes budgétaires. Or, du temps de Lomba, on avait peut-être entre 3 et 5% de budget. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'investissement. On va permettre quand même à Saint-Claver. Et l'économie... On va permettre à Saint-Claver de... Il faut le savoir, l'économie, c'est aussi ça. Il faut avoir une projection, une vision. Une minute à Saint-Claver, comme on est passé au deuxième sujet. Ce qu'il faut dire aussi, nous sommes en politique et le président Laurent Gbagbo, il est en année électorale. Donc, il touche là qui peut créer une certaine sympathie auprès de la population. Il est venu trouver une population qui à un moment donné a subi des dégâts, et il fait de la récupération. C'est tellement simple et logique. En d'autres temps, des gens auraient crié partout que... Est-ce que le barrage de Kossou, est-ce que la population de Kossou... pas les sudistes, comme on l'a dit. Est-ce que la population de Kossou ont demandé à être réinstallée à Kossou?
Est-ce que les populations... Moi, je suis allé sur le barrage de Soubré. Il y a beaucoup de villages qui ont été délocalisés. Est-ce qu'au nom de l'intérêt général, on devait maintenir ces villages? Est-ce que ces villages, on leur a dit, il faut que vous reveniez? Les gens qui sont le cas de Soubré, ce sont des problèmes qui ont été réglés avec tact. Voilà, ce sont des problèmes qui ont été réglés avec une certaine méthode. Non, vous n'allez pas lancer parler tous à la fois. Vous avez fini de débat? Non, je vais dire que tout projet d'investissement, même tout projet de ce genre, nécessairement, tout un processus. Et déplacement des populations. Mais comment on le fait? D'accord. C'est là qu'il y a la différence. 30 secondes à lancer. L'histoire, à la réalité, peut-être que c'est parce que c'est la première sortie de Laurent Gbagbo dans un village, éventuellement, où, comme on a dit, c'est de la récupération politique. Mais à la réalité, je pense que Agamé village n'a pas de problème. À la réalité, c'est un processus et un projet qui a été mené de bout en bout avec des gens qui étaient... Ça, on a entendu. Bon, alors, messieurs, on va s'arrêter là. À Agamé, il n'y a pas de... Alors, vous savez, le problème d'Agamé village, je pense qu'on le connaît tous, c'est la question donc, de la chefferie. À chaque fois, donc, on change les générations, etc. Donc, bon, alors, messieurs, on s'arrête là. On s'arrête là, Sylvain. Il y a des infrastructures qui ont été détruites, il y a des maisons qui ont été détruites. On s'arrête là, Sylvain. On va passer au deuxième sujet. Je vous emmène hors du pays, on s'en va au Togo. Une annonce qui a surpris plus d'un. Il n'est pas exclu que le Togo rejoigne l'AES. Déclaration du ministre des Affaires étrangères. Le décryptage après cet élément de Davis Soyo. Après avoir joué à plusieurs reprises le rôle de médiateur entre les pays de l'AES et la CEDEAO, le Togo pourrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Information donnée le jeudi 23 janvier 2025 par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine du Togo. Robert Dussé a par ailleurs précisé que la décision dépend du président de la République Faure Gnassingbé et du Parlement togolais, avant d'ajouter que la population togolaise y est favorable. D'ailleurs, en mai dernier, Lomé a pris part à des exercices militaires conjoints avec les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel et le Tchad. Pour certains experts, le rapprochement entre le Togo et les pays sahéliens enclavés pourrait bénéficier au port de Lomé, un port utilisé déjà par le Niger pour importer des marchandises. Et pour d'autres, c'est un choix qui pourrait permettre à l'actuel chef d'État togolais de briguer un autre mandat et éviter d'être épinglé par la communauté sous-régionale. Saint-Claver, votre commentaire sur cette sortie de Robert Dussé? Bon, je pense que c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Il est même allé jusqu'à dire à son intervieweur, le journaliste, il interviewait beaucoup là où il tenait ses propos. Il a dit que allez-y interroger les Togolais et les Togolaises. Vous verrez que plus de 70% vous diront que nous sommes d'accord pour intégrer l'AES. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine ferveur, et ça, il ne faut pas l'ignorer. Compte tenu de cette volonté-là des populations, parce que ce sont les populations aujourd'hui qui sont en train d'être gagnées par cette volonté de s'affranchir. Est-ce que ça veut dire que le Togo aussi a évalué et a estimé que c'était autour de 70% cette faveur? Oui, je pense que il n'y a rien il n'y a pas de hasard. Le ministre des Affaires étrangères qui le dit, c'est vraiment un ancien. Hein, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est dans le gouvernement de Faure et Adema, et il ne peut pas venir tenir ce genre de propos sans avoir évalué quand même l'impact de ses propos. Je pense que c'est un ballon d'essai qu'il jette dans l'opinion togolaise et qu'il va essayer de voir. Mais je pense que il est bon que le Togo garde sa position médiane. C'est-à-dire que le Togo aujourd'hui a une diplomatie qui est victorieuse, que ce soit dans la CEDEAO, que ce soit dans l'AES. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer, c'est le Togo qui a mené les médiations concernant nos 49 soldats, concernant les 2 ou 3 éléments des FDS qui avaient été arrêtés au Mali, au Burkina, concernant l'opération militaire que la CEDEAO avait voulu déclencher contre le général Tiani au Niger. C'est le Togo qui a mené les négociations et qui a réussi à rapprocher les différentes tendances et pour qu'il n'y ait pas de clash, de véritables clashs entre les différents pays. Donc aujourd'hui, le Togo se pose comme... la diplomatie togolaise se pose comme cette diplomatie-là qui triomphe concernant les 2 entités, que ce soit dans la CEDEAO, que ce soit dans l'AES. Je pense que le Togo ne pourra pas vraiment franchir le pas
pour rejoindre l'AES parce que il y a quand même des interrogations qu'il faut se poser et je pense qu'on y reviendra. Oui, justement, l'une des questions que tout le monde, pratiquement tous ceux qui ont suivi cette actualité se posent, c'est qu'il y a un intérêt économique et politique pour le Togo d'intégrer l'AES. C'est votre avis, Lansiné? Alors, je pense que c'est pas mon avis. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une convergence idéologique sur la question donc, de la souveraineté anti-français, etc. et tout cela, la lutte contre le terrorisme, etc. Donc, il y a une convergence, on va dire, idéologique sur la question. Et quand vous prenez tous les jeunes dans tous les pays aujourd'hui que vous avez en Afrique, quand vous leur parlez donc de la France, quand vous leur parlez de France et de souveraineté, ils sont tous d'accord, insécurité, djihadisme, etc. Ils sont tous d'accord, donc il faut lutter contre tout cela. Après, le Togo a vraiment un intérêt, comme on le dit, plutôt économique. Aujourd'hui, donc, le port de Lomé, de sa position géostratégique, parce que ça redéfinit, si vous voulez, l'AES et la CEDEAO, ça redéfinit en fait la position géostratégique de Lomé et du Togo. Aujourd'hui, donc, par le port de Lomé, donc, on va au Niger, à Niamey. Par le port du Togo, donc, on va au Burkina. Donc, c'est cela. Je pense qu'on est plus dans des intérêts d'un point de vue idéologique, parce que, donc, aujourd'hui, je vais dire, c'est ce qui est. Mais en plus, il faut savoir peut-être à terme, est-ce que le Togo pourra tenir cette position? C'est vrai que, donc, aujourd'hui, le Togo sert de fusible, on va dire, entre d'un côté, l'AES, par exemple, hostile à un certain nombre de pays, qui sont des pays de la CEDEAO, plus ou moins, et la France. Et puis, d'un côté, donc, les pays de l'AES, plus ou moins, où on arrive, à cause de l'intérêt économique, à pouvoir donc se positionner. Mais je me dis, est-ce qu'à terme, parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est vrai, c'est des militaires qui sont au pouvoir donc, de ces trois pays-là, qui sont le Burkina, le Mali et le Niger. Mais demain, donc, si ça change, ou alors il y a un changement, donc, on va dire, de régime, d'idéologie, est-ce que le Togo est toujours prêt réellement donc, à rester dans l'AES, qui peut-être va même pas aller pour longtemps. On sait qu'à la CEDEAO, c'est quand même une organisation qui existe, qui a de l'expérience, avec des acquis. Et c'est d'ailleurs, comme ça se présente, l'une des, on va dire, organisations sous-régionales qui a le plus aujourd'hui, qui marche, contrairement donc à l'Afrique, par exemple, centrale. Donc ça, je pense que on va dire, c'est un grand écart diplomatique, mais qui sera difficile donc on va dire, à tenir à terme. L'enseignant Bakayoko? Oui, moi j'ai écouté cette déclaration du professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Mais je pense que c'est une déclaration opportuniste qu'il a tenue. Une déclaration opportuniste, d'autant que moi je lis cette affaire au double plan. Sur le plan politique, vous savez, ce pouvoir qui est en place, en tout cas le système politique qui est en place au Togo, ça fait 62 ans qu'il est en place. Ils ont procédé par tous les mécanismes sont épuisés. C'est-à-dire que du RPT, du Rassemblement du peuple togolais, et quand les populations en avaient marre d'entendre RPT, ils ont changé le nom du parti pour en faire UNI. Aujourd'hui, UNI a fait son temps. Les populations ne veulent plus en entendre parler. Et ne veulent plus entendre parler du système. Vous avez vu l'échafaudage institutionnel qui a été mis en place au Togo, c'est inédit sur le continent. Peut-être il y a quelques similitudes au niveau de l'Italie, mais ça ne s'est passé nulle part ailleurs. Donc, le système togolais est en train de chercher tous les stratagèmes pour pouvoir se renouveler en étant ancien. Et ça, c'est un exercice qui est difficile. Ils sont sur une planche savonneuse, ils sont sur une corde raide qui, forcément, risque de rompre. Maintenant, sur le plan économique, le Togo espère faire converger tout le flux économique de ces trois pays-là vers son port. Et on peut dire que pendant l'embargo, où il avait joué double jeu, il avait eu une augmentation significative au niveau de son port. Bien sûr que l'impact n'est pas aussi énorme sur la Côte d'Ivoire, d'autant qu'il y a beaucoup d'années, le transit de ces trois pays par rapport au port d'Abidjan est seulement de 8%, ce qui est marginal au regard du potentiel. Grâce au dynamisme de l'économie ivoirienne aujourd'hui, ce niveau, qu'ils ne viennent pas ou qu'ils viennent, c'est vrai, je dis bien que c'est 8% aujourd'hui le transit de ces trois pays combinés, mais c'est marginal. Or, au Togo aujourd'hui, le transbordement, je veux dire le transit au niveau du port de Lomé, ça fait 90% du flux du port de Lomé. Donc, Lomé veut capitaliser ça, les accroître. Mais je pense que ça va se compliquer. Je pense que le Ghana est aussi un peu dans la même dynamique, d'autant que hier, le gouvernement ghanéen a désigné Larry Vrebo pour pouvoir être le médiateur, en tout cas pas le médiateur, mais une sorte de représentant du Ghana auprès de l'AES. Mais tout ça, c'est dans une politique économique. D'autant qu'il y a un chemin de fer même qui est en train d'être construit aujourd'hui entre Accra et Ouagadougou. Donc je pense que ceux-là sont dans une dynamique économique. Mais pour moi, il y a une question d'éthique qui se pose.
Parce que nous sommes dans une organisation, fut-elle sous-régionale, mais cette organisation a des codes, a des critères, a une manière de faire. Donc c'est désolidariser pour des raisons économiques. Et si c'était des individus, j'allais dire qu'ils font preuve d'une cupidité excessive. Mais les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Mais pour moi, ça montre la non-fiabilité de ces pays. Et ça, cette image-là restera collée au Togo, qui pour moi est un pays marginal au sein de la CEDEAO. Sylvain, tout de suite, réaction? Non, moi je ne parlerai pas en termes de pays marginal, parce que aussi marginal qu'il soit, le Togo compte dans la CEDEAO. Quelqu'un rappelait tout à l'heure la victoire diplomatique que le Togo a permis d'engranger. Voilà. Donc le Togo a permis de régler certaines questions sous-régionales. Mais je pense que l'AES, qu'on le veuille ou pas, est aujourd'hui une sorte d'épouvantail sur la CEDEAO. Non. Ben, c'est moi qui le dis, Ouais, c'est mon analyse. Okay. Que c'est une sorte d'épouvantail, parce que, vous savez, il a rappelé tout à l'heure les différentes péripéties en ce qui concerne le pouvoir togolais, comment il se maintient. Mais vous savez, la CEDEAO a fait signer un protocole additionnel en 2001 que beaucoup de pays n'ont pas respecté, un protocole sur la démocratie. Et il y a le Togo qui ne l'a pas signé, il y a même la Côte d'Ivoire qui ne l'a pas signé. Et donc, aujourd'hui, l'AES, c'est une opportunité pour ces pays-là, comme le Togo. Si vous nous mettez la pression, on va aller à l'AES. C'est en cela que ça se résume. Le vrai enjeu ici... Vous comprenez? C'est en cela que je termine. Il a rappelé tout à l'heure tout le procès qu'il y a eu au Togo. Vous voyez, même ce pouvoir togolais, il a encore critiqué en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que, est-ce que le président Faure a aujourd'hui toute la légitimité de faire ce qu'il est en train de faire avec ce changement qui est intervenu, où il est aujourd'hui une sorte de Premier ministre qui a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains, mais ses pairs africains n'en veulent pas. Et le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie a limité les mandats présidentiels. Et à chaque fois que le mandat arrive au bout, il y a des subterfuges qui sont utilisés pour pouvoir se maintenir. Et c'est dans cette position que le Togo est aujourd'hui. Et cette position est si intenable que l'AE se présente comme une opportunité pour le Togo pour pouvoir trouver une issue à sa ligne. Voilà. Donc, si vous me menacez, je vais à l'AES. C'est en cela que ça se résume. Mais je pense que c'est peut-être, je dirais, des paroles de dépit. Cela ne va pas arriver, ou si ça doit arriver, ce n'est pas à court terme. Le Togo a vraiment un champ à explorer, que ce soit sur le plan économique. Qu'est-ce qui va se passer avec la CEDEAO tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que ça peut impacter les rapports du Togo avec la CEDEAO? Je pense que ça peut réellement donc impacter, parce que, comme on l'a dit, le confrère Bakayoko l'a dit, on a l'impression qu'il y a une sorte de double jeu. Je vais dire du Togo, mais il y a également, je pense qu'un enjeu qui est assez important, peut-être qu'on ne met pas tout de suite en avant, c'est la sécurité. Aujourd'hui, donc, le Togo qui peut-être, on va dire, sert de fusible ou alors de médiateur, etc., pour des raisons économiques, mais il ne faut pas oublier que les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays donc, qui sont, je vais dire aujourd'hui, confrontés au terrorisme. Donc aujourd'hui, pour des intérêts économiques, donc vous ouvrez, etc., et tout ça, vous essayez donc de concilier, mais après, l'insécurité va gagner qui? Quelquefois, donc, le Togo et les pays qui sont aux alentours. On sait que le Bénin, la semaine dernière, éventuellement, donc, il y a eu des attaques, etc. Donc, dans toute cette zone-là, c'est-à-dire qu'on va sentir que réellement, dans la zone peut-être des 3 frontières, l'insécurité va commencer donc à descendre de plus en plus. On va dire vers des pays comme le Togo ou le Bénin. Donc, jouer à ce jeu, quelquefois, et sans faire preuve de fermeté sur la question donc, de la sécurité, je pense qu'on est en train d'exposer réellement, en fait, les pays, je vais dire, non seulement de la CEDEAO, mais également donc, le Togo qui prend un risque. C'est plutôt bon pour l'AES, Saint-Claver-Oula. Oui, c'est bon pour l'AES. C'est bon pour l'AES d'avoir un interlocuteur au sein de la CEDEAO qui est le Togo. Et un potentiel membre. Oui, surtout. Potentiel membre. Bon, je ne dirais pas ça tout de suite comme ça, mais... Non, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministre des Affaires étrangères. Oui, ouais, le ministre des Affaires étrangères. Mais je pense que tout compte fait, le Togo tire profit aujourd'hui. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, mon confrère de gauche, économiquement, le Togo tire profit. Politiquement, Bakayoko l'a rappelé, le Togo tire profit parce que la CEDEAO
aujourd'hui, là, fait face à toutes les critiques ici et là. Sur le plan politique, il y a des reproches qui sont faits au CEDEAO de ne pas vraiment régler le problème qui est le problème de la démocratie dans ces États. Les questions du 3e mandat, 4e mandat, etc., etc. On a vu récemment la sortie du président béninois qui a été obligé de mettre les points sur les i sur ce côté-là. Et puis, économiquement, il a son port qui sera exploité par les pays de l'AES. Et puis, encore, il profite de la faveur, comme il a dit tout à l'heure, des populations qui aujourd'hui ne veulent pas entendre parler des puissances étrangères, militaires et autres, tout ça. Donc, quand le Togo aujourd'hui se lève et lance son ballon d'essai, le gouvernement et Adema veut rentrer dans l'estime de son peuple. Et ça renforce l'AES, l'ancien Bakayoko, cette position du Togo? Bon, le Togo, sur le plan diplomatique, peut-être à un point, mais le Togo, c'est moins de 5 millions d'habitants. Donc tu vas dire, c'est un pays marginal. C'est un pays marginal. Mais c'est vrai, un pays est égal à un pays, mais le Togo, c'est pas la foudre des guerres, c'est pas le grenier dont la CEDEAO peut espérer pour pouvoir redynamiser sa zone. Un membre et la CEDEAO, ça reste un membre. Le succès évoqué tout à l'heure. La CEDEAO elle-même. La CEDEAO tout à l'heure, où là parlait de la CEDEAO qui serait le problème. La CEDEAO n'a pas de problème. C'est ceux qui veulent faire ce qu'ils sont en train de faire qui en créent des problèmes, qui en créent des problèmes artificiels. C'est-à-dire que des gens veulent qu'on accepte le coup d'État, c'est-à-dire ils veulent faire tout ce qu'ils veulent à huis clos sans que personne ne parle. Vous voyez, le Togo, ce que le Togo est en train de faire, tout le monde sait que ça va entraîner des problèmes, tout le monde le sait. Mais le Togo est en train de... c'est que, disons, la leçon passe, en tout cas la machine, ça fonctionne du côté des pays de l'AES. C'est-à-dire que si tu veux faire... excusez-moi de ces mots, si tu veux faire des bêtises, tu te mets dans l'AES et tu le fais. Parce que la CEDEAO aujourd'hui... Non, s'il te plaît, tu vas poursuivre. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait pour les 3 pays, le Niger, le Mali, le Burkina, de quitter la CEDEAO et le fait pour le Togo de vouloir rejoindre l'AES, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, cela contribue à fragiliser la CEDEAO? Non, la CEDEAO n'est pas fragilisée parce que le Togo même qui veut rejoindre la CEDEAO est un pays extrêmement fragile aujourd'hui. Parce que c'est un pays qui est mésestimé au sein de la population, qui a perdu tout crédit, toute estime au sein de la population et qui veut se régénérer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'AES? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'AES? C'est-à-dire que si tu ne veux pas organiser d'élections, si tu veux assassiner ta population, si tu veux marcher sur la démocratie, tu te déclares AES. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Si tu veux assassiner un voisin, si tu veux aller cocufier un ami, tu te déclares AES pour ne pas que personne n'intervienne dans ton affaire. Là, finalement, on quitte l'étape. C'est pour ne pas que quelqu'un intervienne. L'image nous emmène un peu loin. L'image nous emmène un peu loin quand même. Pour ne pas que quelqu'un intervienne dans leurs affaires, qui se proclame AES. Parce que j'ai dit tout à l'heure, l'échafaudage institutionnel qui est en cours au Togo, tout le monde sait que ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire. Donc déjà, ils sont en train de se barricader, une sorte de bouclier. Je suis AES, donc personne ne doit intervenir dans mon affaire. On laisse Sylvain, et juste après Sylvain, la sénatrice. Oui, je pense que, Bakayoko exprime ce qu'il ressent, c'est normal, mais dire que si tu veux cocufier ta femme ou bien... Non, cette image, on laisse tomber, on avance. C'est trop fort quand même. Il faut respecter le pays. Et puis, moi, je crois que cela se présente plutôt comme un défi. Un défi de la CEDEAO, un défi pour construire sa cohésion. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que ça va fragiliser la CEDEAO. Oui, et si on y prend garde, à long terme, ça pourrait fragiliser la CEDEAO parce que si chaque pays veut exprimer une sorte d'indépendance dans la conduite de sa politique, vous allez voir qu'à un moment donné, si on ne respecte plus les propres protocoles qu'on s'est donnés, si on ne respecte plus nos propres principes qu'on s'est fixé, vous allez voir que ça va aller dans tous les sens. D'accord. Dans 30 secondes, rapidement, on va terminer avec vous sur la question. Voilà, sur la question, encore une fois, comme on l'a dit, c'est-à-dire que
à la réalité, aujourd'hui, donc le Togo, comme l'ancien l'a dit, c'est un peu un jeu, je veux dire, d'intérêt, mais qui peut être dangereux. Parce qu'à la réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc des régimes militaires qui n'organisent pas d'élections, il y a des questions d'insécurité, etc. Donc finalement, donc, on s'associe à eux pour des questions d'intérêt économique. Mais demain, qu'est-ce qui se passe? Peut-être demain, dans ces pays, par exemple, il va y avoir de la démocratie, etc. Et tout ça. L'AES, c'est quoi? C'est à la réalité une organisation qui peut-être, pour moi, d'ici peut-être un an ou 2 ans ou 3 ans, peut-être va disparaître. Parce qu'à la réalité, on aura réglé peut-être des problèmes de sécurité, on aura réglé le problème d'élection, donc au Mali, au Burkina et au Niger, on espère. Et à partir de là, donc, qu'est-ce que sera l'AES à la réalité? C'est de revenir tous donc, dans la CEDEAO. L'AES, c'est une immunité internationale. Bon, alors, messieurs, on va aller maintenant aux États-Unis. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, mais il n'y va pas de main morte, puisqu'il a signé plusieurs décrets qui annoncent sa gouvernance. David Soyo. Le 47e président américain Donald Trump démarre en trombe. À peine investi, le président républicain signe 42 directives. Un record, mais surtout un aperçu de ce que sera sa présidence. 26 décrets, 12 mémorandums et 4 proclamations, essentiellement sur l'immigration, la justice et le climat, ont été signés. Sur le climat, Donald Trump sort de l'accord de Paris, une décision plus ou moins attendue par les combattants de l'environnement. Pour le reste, l'administration Trump est bien décidée à donner la priorité à la production d'énergie fossile. Des décrets sont pris également pour encourager la création de nouveaux projets sur l'ensemble du territoire, y compris sur les terres fédérales. Trump et son administration promettent de redonner aux États-Unis d'Amérique sa grandeur. Des accords sur le climat, remise en cause du droit de sol. Bon, l'immigration, ça on le savait tous. Et tout a commencé à la fois. Saint-Claver-Oula, c'est vraiment un démarrage en Trump. En Trump. Trump a fait du Trump. Et c'est vraiment son comportement, son attitude, sa folie qu'il a exprimée juste après sa prestation de serment. En fait, Trump, il a mis en avant un certain nombre de programmes, de projets, et sur la base desquels il a été élu par les Américains. Donc, il leur offre ce qu'ils ont envie de voir. C'est-à-dire, il a remis en cause tous les accords, ou presque ce qu'il a trouvé. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le climat, c'est son affaire. On offre le climat, c'est son affaire. Il veut reprendre le canal de Panama, il veut le Canada, et puis il y va en force. Donc, je pense que on va attendre un peu la question de LGBT. Il n'a pas hésité. Il y allait en force. Et je pense que moi, je veux attendre dans les prochains jours pour voir un peu l'impact des décisions qu'il a prises. Alors, oui, Trump, il faut dire que je pense qu'on s'y attendait plus ou moins. Trump, c'est une bête anti-politique. Trump, c'est également donc celui qui, on va dire, iconoclaste, un individu iconoclaste. À son âge, vous voyez, par exemple, tous ces faits et gestes qu'il avait durant la campagne, etc., qui a échappé donc à un attentat, etc., et tout. Donc, quand il arrive au pouvoir, après tout cela, après non seulement avoir fait un mandat, avoir été remplacé, donc, on va dire, par des démocrates, et revient. Donc, c'est toute une remise en cause de tout. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, donc, son vice-président, qui sait éventuellement. Vous allez voir donc les gens qu'il a choisis, par exemple, dans son cabinet, Elon Musk, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment là où on va dire que c'est un disrupteur, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est capable donc de tout briser et puis de reprendre tout. Et pour lui, c'est l'Amérique d'abord avant toutes les autres choses. L'OMS, par exemple, il dit oui, voilà, l'OMS, Covid-19, on n'a pas vu venir. Nous, les Américains, nous continuons. On se bat. Ensuite, on a par exemple Cuba. Ce sont les aides au développement, d'ailleurs, qu'il est en train de Oui, les aides au développement, mais il dit d'abord que c'est l'Amérique d'abord. Des aides au développement, oui, mais on n'a pas vu le Covid-19 venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc de l'OMS? Ok, d'accord, on se retire. L'accord de Paris, lui, il est climato-sceptique, donc l'accord de Paris. Mais nous, on est Américains, on a besoin de consommer, on a besoin donc de puiser, de forer, de l'hydrocarbure, etc., pour doper la croissance dans notre pays, donc les États-Unis. Donc, on a besoin de ce pétrole, quitte à ce que donc on se plaigne, etc. Donc, je sors de l'accord de Paris. Après, on a par exemple donc sur la question donc du genre, de dire, ok, d'accord, aux États-Unis, je pense qu'on avait une trentaine de genres. Il a dit, et c'est même pas la question du genre, il dit il n'y a que 2 sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. Il ne parle même pas de genre. C'est-à-dire que biologiquement, il tient compte donc de la biologie donc de l'être humain. Et tout cela, aujourd'hui, donc, les questions de LGBT, les questions donc de transgenre, etc. Donc, il a avec lui sa foi chrétienne aussi. Tout à fait. Et puis la question donc on va dire de l'immigration.
évidemment, donc, ils considèrent que l'immigration, c'est un danger. Et quand vous allez plusieurs fois où on a été, nous, aux États-Unis, effectivement, donc, les gens, par exemple, qui sont pas loin de Mexique, qui sont quelquefois en Floride, etc., ils vous disent, ah non, oui, voilà, les migrants, ça nous fait peur. Ils viennent et ils envahissent tout. C'est des gens qui mangent nos chats, c'est des drogués, ils sont dans le trafic, c'est des voleurs. D'accord. Est-ce que finalement, donc sur ça, finalement, c'est Donald Trump qui est dans la sociologie américaine. D'ailleurs, il est de retour à la Maison-Blanche. Effectivement, Donald Trump est dans la sociologie américaine. Je crois que tu as soulevé un mot qui est d'une justesse imparable. Oui, il est dans la sociologie américaine parce que je crois que ça, c'est le don des populistes, en fait. C'est-à-dire, toute la politique qu'il met en place aujourd'hui, c'est-à-dire les décisions qu'il prend, ces décisions-là sont audibles auprès de la population. Bon, maintenant, moi, je veux le juger au résultat. Parce que parfois, quand on prend les décisions, peut-être pas sur des coups de tête, ça a été mûri, mais à mon avis, je pense que c'est des décisions un peu populistes qui sont figées, annexées, corrélées, disons, à la demande populaire. Mais la demande populaire, parfois, est en adéquation avec la réalité politique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Trump est en train de répondre favorablement à ce que l'Amérique d'aujourd'hui demande, mais il va falloir voir si tout ça aura des résultats escomptés. Parce qu'il n'y aura plus d'excuses pour dire « j'aurais voulu mettre en place cette politique » comme du temps de Obamacare. Aujourd'hui, je voulais mettre en place, mais voilà les blocages. Aujourd'hui, il a toutes les cartes, il a les deux chambres qui lui sont favorables. Mais moi, ce que je redoute un peu, c'est sur le plan international, c'est-à-dire au niveau de sa politique internationale. On va y en parler tout à l'heure, si vous permettez, surtout ses rapports avec l'Afrique. Oui, allez-y rapidement, Sylvain. Oui, je crois que Lassina a dit le mot iconoclaste. C'est un iconoclaste, quelqu'un qui vient, qui bouleverse tous les codes, et puis qui est un fonceur. C'est un fonceur, parce que quand Lassina dit que c'est un populiste, ou bien il veut répondre à la demande populaire. Non, je pense que c'est quelqu'un dont on connaissait déjà le programme et qui a été élu sur ce programme-là. C'est pas maintenant qu'il découvre l'Amérique, il a fait un programme qui était bien ficelé, que les gens ont étudié, qu'ils ont vu. Et puis bon, il a été élu par 276 grands électeurs. Je pense qu'il a toute légitimité à agir. Maintenant, je suis d'accord avec lui. Il faut maintenant attendre les résultats pour mieux évaluer qu'il a signé peut-être là-bas vite, on va dire. Mais je pense c'est non, il y a la dernière question qui nous intéresse. On va sortir de la politique nationale américaine pour regarder un peu ses rapports avec l'Afrique. L'Afrique avait été un peu frustrée lors de son premier mandat. Il n'y a pas vraiment regardé la question africaine. Qu'est-ce que vous pensez cette fois pour Donald Trump par rapport à l'Afrique? Une minute chacun, malheureusement. Bessin Claver. Oui, Donald Trump, en tant que président des États-Unis, lors de son premier mandat, il n'a pas mis les pieds en Afrique. Il n'a pas eu vraiment une politique offensive en tant que telle à l'endroit de l'Afrique. En tant que même homme d'affaires, il n'a pas évoqué l'Afrique. Je pense que cette fois-ci, il aura quand même un regard vers l'Afrique parce qu'il y a la Chine qui quand même opère une percée ici en Afrique sur les questions minières, les questions énergétiques et autres. Donc je pense qu'avec... c'est pour vous, il va regarder le continent africain. Vous pensez? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que Donald Trump sera forcément donc dans la même logique que son premier mandat. C'est-à-dire qu'il préfère faire du business. Il préfère faire du business avec l'Afrique, avec tous les gens qui sont éventuellement qui ont envie de faire avec son America First, c'est vous qui l'avez dit? America First, oui. C'est-à-dire qu'il a envie de faire du business, mais pas forcément donc la politique, la diplomatie, comme on le fait, etc. Où on est gendarme du monde. Et je pense qu'il a plus envie que l'Amérique soit plutôt une grande nation. L'ancien Bakayoko. C'est clair que Donald Trump, je ne dirais pas qu'il a une aversion contre l'Afrique, mais il ne croit pas en l'Afrique. Parce que chaque fois qu'il a parlé de l'Afrique, c'est en des termes très très peu élogieux, pour ne pas dire autre chose. Mais n'empêche que sa femme était venue dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Il a fait un tour à Azopé. Donc je pense qu'il n'est pas tout à fait déconnecté de l'Afrique, mais il a quand même pas, il n'y croit pas. Et donc je ne pense pas parce qu'il pense que l'Afrique c'est un continent qui est éternellement assisté. Et lui aujourd'hui il a besoin d'argent pour pouvoir rendre heureux American First aux Américains. Légitimer son American First que de prendre cet argent pour venir le dilapider entre guillemets dans des tonneaux où ça s'engloutit. Mais ce que je voudrais dire, que je termine par là, c'est par rapport à Israël. Vous voyez, il vient de nommer Mike Huckabee, quelqu'un de très proche de Benjamin Netanyahou, qui est une sorte d'extrême droite des États-Unis. Ça veut dire que c'est un message fort qui est lancé au niveau de cette partie du monde.
où on a besoin aujourd'hui plus que de la tranquillité. Parce que Mike Huckabee, c'est à la limite un faucon. Et ça, je pense que pour les relations internationales, le monde va continuer de s'échauffer parce que tant que cette partie de Proche-Orient est chaud, je pense que le monde... Sur la question des relations internationales, ça ne changera pas certainement. Ne sera pas froid. Oui, on termine avec Sylvain. Ok, en ce qui concerne l'Afrique, je dirais tout de suite que c'est aux Africains eux-mêmes de se construire un leadership. C'est-à-dire que quand Donald Trump regarde avec pas beaucoup d'attention l'Afrique, c'est aux Africains eux-mêmes de donner une réponse pour dire que nous sommes une partie du monde et qu'il faut nous prendre... Il faut compter avec. Et ensuite, il y a aussi un leadership européen aussi à construire parce qu'au lieu de pester contre Donald Trump, je pense que les Européens aussi, tout comme les Africains, gagneraient à construire ce leadership. Merci, messieurs. Merci à vous, Lassina Ouattara, Saint-Claver Oula, Sylvain Debailly, l'ancien Bakayoko. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.